8h47, le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique. Avec nous ce matin, Bruno Cotresse. Bonjour Bruno. Bonjour. Politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF. David Revaud-Dallon est avec nous aussi. Bonjour David. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chef du service politique au journal du dimanche. Elle court donc la rumeur d'une réorganisation politique imminente au gouvernement. Comprenez, un remaniement, alors un signe de plus. Ces rencontres successives à l'Elysée pour Emmanuel Macron, la semaine dernière avec Nicolas Sarkozy, qui lui soufflait d'opter pour un Premier ministre issu des rangs de la droite. Édouard Philippe, lundi, rencontre révélée par le Figaro, avec au menu de la discussion une éventuelle coalition avec la droite. Alors, est-ce un hasard? Mais la première ministre en poste, Elisabeth Borne, s'exprime dans le Figaro assez longuement. Et alors, justement, sur les questions très politiques, les questions de faut-il s'unir à la droite, etc., la première ministre se montre extrêmement laconique. On l'en sent assez mal à l'aise sur ces questions-là. En clair, voyez avec l'Élysée. Comment vous décryptez ce signal, David Revaud-Dallon? Alors, sur le timing, déjà, je remarque que le président, comme d'habitude, prend son temps. En football, on dirait qu'il pose le pied sur le ballon, il joue la montre. Évidemment, il n'a aucun intérêt à se précipiter, tout simplement parce qu'il n'a pas de solution et qu'entre les deux options qui se présentent à lui, il n'a pas encore tranché, il n'a pas encore, si vous voulez, trouvé la solution idéale ou le mouton à 5 pattes. Les deux options. Attendez, c'est pour une question de personne? Alors, les deux, mon général, puisque, en gros, le vrai gain politique, ce serait d'élargir la majorité, on le sait, en direction des Républicains, de s'adjoindre, 40 voix supplémentaires parmi les députés de droite, ce qui implique un Premier ministre LR ou un Premier ministre LR compatible. C'est ce pourquoi plaide Nicolas Sarkozy depuis des mois et des mois. Le problème, c'est que ce mouton à 5 pattes, on ne l'a pas encore trouvé. Et vous n'avez pas encore trouvé la personnalité LR. On a parlé de Barouin, de Raffarin, de Larcher et de quelques autres. Mais pour l'instant, cette personne-là n'existe pas encore. Et puis la deuxième option, vous l'avez évoqué dans votre introduction, Dimitri, c'est tout simplement le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Mais le problème, c'est qu'on reste dans la situation actuelle, le statu quo, et qu'il manque encore 40 voix pour faire une majorité à l'Assemblée. Alors, elle répète le mot déterminé une bonne dizaine de fois dans cet entretien. Bruno Cotresse, est-ce que vous pensez que c'est la pente naturelle de ce second quinquennat Macron que de jouer le rapprochement avec les Républicains? C'est vrai que pour le moment, tout va dans ce sens-là. On ne voit pas depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron de clairs signes qui sont en direction du centre-gauche. Elisabeth Borne dit beaucoup, mais on a adopté plein de projets de loi dont certains ont une connotation un peu de centre-gauche. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment spectaculaire. La tendance naturelle, la pente naturelle depuis le début, c'est effectivement plutôt d'aller vers le centre-droit. Lorsqu'on demande aux Françaises et aux Français où est-ce qu'ils situent Emmanuel Macron, en moyenne, ils le mettent d'ailleurs au centre-droit. Nous, dans nos enquêtes, on demande aux Français de le situer sur une échelle qui va de 0 à 10, où 0, c'est la gauche, et 10, c'est la droite, et bien il le situe en moyenne à 6, 6,2, 6,3, donc au centre droit. Donc pour le moment, c'est plutôt la pente naturelle. Mais les LR ne sont pas d'accord, c'est ça? Voilà, mais d'abord, il y a urgence du point de vue de la majorité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une situation qui devient de plus en plus problématique, pas de majorité absolue, un gouvernement qui donne de plus en plus le sentiment qu'il gouverne à coup de 49-3, ça ne peut pas durer sur l'ensemble du mandat d'Emmanuel Macron. Et du point de vue des LR, on voit qu'on commence à intégrer des dimensions un peu stratégiques de court-moyen terme, en particulier la présidentielle de 2027. Tout le monde a des gens en ligne de mire qu'Emmanuel Macron ne sera plus là en 2027. Alors on va en parler, mais alors juste avant quand même, juste pour qu'on creuse un petit peu ce sujet LR, parce qu'on peut comprendre cette crainte de passer finalement pour le parti, la force d'appoint au macronisme, on peut comprendre les craintes de débauchage, mais est-ce que certains ne nourriraient pas une vision un peu trotskiste de la chose, c'est-à-dire pourquoi pas une association avec Emmanuel Macron, avec l'idée de changer le macronisme de l'intérieur? David Revaud-Dallon. C'est assez osé comme comparaison, mais c'est assez malin. Effectivement, le trotskisme qui consiste effectivement à infiltrer les organisations pour pouvoir appliquer la ligne justement du père fondateur Léon Trotsky. En l'occurrence, oui, il y a de ça. Et le problème, c'est que vous avez ce dilemme entre le fait d'apparaître comme une force supplétive, vous l'avez dit, alors que les LR se sont depuis le début positionnés comme une force d'opposition au macronisme. Et puis de l'autre côté, tout simplement la peur de disparaître, parce que Emmanuel Macron, il a quand même siphonné une grande partie des LR, il a siphonné une grande partie des personnalités. On a d'ailleurs, on va se le dire franchement, les ministres qui existent le plus, les poids lourds du gouvernement, ce sont quasiment tous des ministres issus de la droite, Darmanin, Lecornu, Le Maire, j'en passe, et des meilleurs. Vous savez, donc, je crois beaucoup à cette idée qui inquiète, je pense, François Bayrou. Il s'exprime aussi dans le Figaro et chez nous ce matin sur Europe 1. Alors lui, il voudrait un grand remaniement, il le dit assez clairement, mais il dit pas de restauration RPR. Quelle expression, Bruno Cotresse? Bien sûr, ça serait tragique.
pour l'ancien patron du MoDem, ce serait tragique pour lui, parce que lui a toujours combattu contre l'hégémonie de la droite RPR par rapport au centrisme. Donc effectivement, lui qui a tellement contribué à l'émergence d'Emmanuel Macron en 2017, on se rappelle, qui se considère comme le seul vrai allié politiquement d'Emmanuel Macron. Oui, puis qui refuse, Santis, bien sûr, et qui Santis, refuse de reverser l'UDF dans le tout à fait, Santis, c'est de voir revenir le duo RPR-UDF, au fond. Alors c'est vrai que l'hypothèse que vous soumettiez, qui était cette hypothèse un peu trotskiste, alors c'est vrai qu'elle n'est pas inintéressante, parce que peut-être que du côté des LR, stratégiquement, on a peut-être aussi besoin et envie de refaire aux macronistes à l'envers le coup qu'ils leur ont fait en 2017. Parce qu'au fond, de Édouard les Philippe, infiltrer. Oui, c'est peut-être ça, qu'il y a quand même une chose comme ça à laquelle il pense, Édouard Philippe, par exemple. Il vient des LR, il a fondé son parti Horizon, bien évidemment, et il n'est pas membre du parti macroniste. Les LR ne lui ont pas opposé de candidat lorsqu'il a voulu revenir maire du Havre. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu le temps de choisir un candidat, mais c'est quand même un petit détail qui compte. Et effectivement, l'équation pour un candidat du centre-droit à la présidentielle, c'est sa capacité, effectivement, à faire venir vers lui des électeurs LR et des électeurs Macron-LR compatibles. David Robert-Talon. Votre scénario est assez séduisant. C'est un peu comme dans le film de Martin Scorsese, les infiltrés. Exactement. Mais trêve de plaisanterie, la vraie question, et on se la pose finalement depuis 2017, c'est est-ce que le macronisme n'est qu'une parenthèse? Est-ce qu'en 2027, eh bien, les fleuves de gauche traditionnelle et de droite traditionnelle vont revenir dans leur lit? Est-ce que pour la gauche, ça semble compromis, puisque la NUPES et les Insoumis ont quand même considérablement bougé les lignes et fait évoluer le jeu? En revanche, à droite, la question se pose, est-ce qu'un Philippe, est-ce qu'un Darmanin, est-ce qu'un autre acteur serait en mesure de rallier à la fois la droite macroniste et ce qui reste de LR? C'est la vraie question. Je voudrais vous faire réagir, Bruno Cotresse, à l'édito de Cécile Cornudet dans Les Échos ce matin. Elle pose la question, mais pourquoi partent-ils donc si tôt? Elle parle d'Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Bernard Cazeneuve, François Ruffin. On peut peut-être y mettre François Bayrou aussi. On est quand même à 4 ans de la prochaine présidentielle et il y a déjà du monde sur la ligne de départ. Alors qu'en 2022, on avait l'impression que la présidentielle, plus qu'un marathon, c'était une sorte de sprint. C'était celui qui se déclarerait le plus tard. Là, c'est de l'ultra-trail. On parle à 4 ans. Comment vous l'expliquez, ça? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que tout le monde a intégré et sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat en 2027. Et donc, il s'agit de rapidement prendre date dans l'opinion comme étant celui qui évoque pas le successeur vraiment d'Emmanuel Macron, mais la continuité de son projet. Puis il y a une deuxième raison, c'est la situation politique, l'absence de majorité, qui évidemment fait que toutes les lignes sont en train de bouger. L'avenir d'Elisabeth Borne est de plus en plus incertain. Donc tous les acteurs essayent de neutraliser un peu leurs adversaires potentiels. Et, François Bayrou disait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1, à la présidentielle française, de toute façon, c'est toujours l'outsider qui gagne. C'est vrai, et regardez là, Bruno Cotresse a tout à fait raison, dans un contexte de succession Macron, puisqu'il ne se représentera pas, il est normal que les acteurs se positionnent tôt, mais je rappelle que dans toutes les présidentielles précédentes, celui qui était donné vainqueur à 1 ou 2 ans de l'échéance, Dominique Strauss-Kahn, Alain Juppé, j'en passe et des meilleurs, n'ont jamais été élus et n'ont même jamais été candidats. Donc imaginez, si on ne peut pas prévoir à 1 an ce qui se passe, si on commence à calculer à 4 ans, je pense que de l'eau va couler sous les ponts électoraux d'ici là et qu'évidemment... ce ne sont pas des perdreaux de l'année, là, quand même. Laurent Wauquiez, Bernard Cazeneuve, et malgré tout, il semble croire que se déclarer sa flamme à la France et ses ambitions pour l'Élysée, ça va être payant. Oui, c'est parce que tous les deux viennent de familles politiques qui ont été littéralement percutées par le macronisme. Et donc, s'ils veulent essayer de reconstruire quelque chose, il faut quand même du temps. Il ne faut pas qu'ils donnent le sentiment qu'à quelques mois de la présidentielle de 2027, ils se réveilleraient. Il faut partir à point. Voilà, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, mais il ne faut pas non plus partir trop tard, parce qu'ils viennent tous les deux, les deux personnalités que vous avez citées, de familles politiques qui sont profondément en voie de convalescence, reconstruction. Et puis, pardon, il y a quand même une personnalité qui va occuper un rôle de premier plan dans la présidentielle de 2027, c'est Marine Le Pen, qui, elle, pour le coup, est partie à point, puisque ça fait déjà 10 ans qu'elle est candidate à chaque élection et qu'elle le sera évidemment la prochaine fois. Tiens, on parlera une autre fois, on ne va pas avoir le temps ce matin, mais de ce face-à-face qui se profile entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Ils ont à peu près le même âge. Même profil politique. Pourtant, ils se sont très très peu croisés, ces deux-là. C'est le grand match qu'on nous annonce à droite depuis quelques années. Ça n'a pas encore eu lieu. Peut-être que c'est pour les prochains mois. Merci à tous les deux, Bruno Cotresse et David Robert-Talon. Bonne journée à tous les deux.